l'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Nous allons commencer par, bien sûr, te dire encore une fois merci. Mais là, je commence aussi par quelques petites questions. Avec qui nous allons parler aujourd'hui? Est-ce qu'on va parler avec Manolap? On va parler avec le général? On va parler avec Maître Luc? Ou on va parler avec Jean de Dieu Tchénébé? Jean de Dieu Tchénébé, Maître Luc, Manolap, Mokwaye, le général Samba, tout ça, c'est moi. On va parler avec... tout ça, c'est la même personne. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par Manolap. J'ai connu Manolap dans un film qui s'appelle Mon Histoire. Oui. Et là, tu as vraiment ce nom-là de Manolap dans le film. Merci. Et je m'imagine que c'est dans ce film-là que ce surnom est resté collé sur toi. Oui, oui. Mon histoire, pour la petite histoire, si vous permettez un peu de tautologie, mon histoire, en fait, je relatais l'histoire de mon feu papa, que je n'ai pas connu parce que, en fait, je viens au monde 2 mois après la mort de mon père, après la disparition de mon père. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on m'a donné le nom Tchénébé. Tchénébé, chez les Bansois, ça dit que dans la région de l'Ouest, veut dire qu'il n'y a personne à la maison. Donc, quand je suis venu quand papa était déjà parti. Donc, chez nous, en fait, les noms ont des significations particulières. Donc, quand je viens au monde, maman me raconte des petites histoires concernant la mort de mon père. Après la mort de mon père, il y a des petits problèmes parce que je tiens à rappeler que mon papa était polygame. Et après sa mort, vous connaissez, après la mort d'un polygame, lorsqu'il n'a pas pris la peine de faire un testament, ou bien même souvent quand il a fait un testament, il y a des personnes à côté qui doivent toujours contester. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans mon histoire. Je relatais un peu ce qui s'est passé dans ma famille, même comme je n'étais pas vivant à l'époque. Mais j'ai essayé de relater cette histoire à ma manière pour montrer aux gens le danger qu'on court lorsqu'on n'a pas fait un testament pendant qu'on vit. Parce qu'il y a des moments où les gens se disent qu'en faisant le testament, ça veut dire qu'ils sont en train de précipiter leur mort. Pourtant, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'explication de la série Mon Histoire. Oui, je me rappelle bien que c'est bien marqué que c'est d'après une histoire vraie, quelque chose dans ce sens-là. Et ce que j'ai aimé beaucoup dans ce film, dans cette série plutôt, c'est toutes ces scènes-là qui se passent dans le village. Et j'ai remarqué que le plus souvent, tu as toujours cette vision villageoise et cette vision urbaine de choses. Et il y a toujours les deux qui, comment dirais-je, qui se convergent toujours quelque part, pratiquement dans toutes tes séries. Je ne sais pas si je me trompe avec ça. Non, vous ne vous trompez pas. C'est exactement, c'est Manolap, ça. C'est Manolap, très bien. Et alors, la question c'est celle-ci. Enfin, la question que moi je me posais avant, c'était, est-ce que tu es né au village et puis immigré dans la ville? Parce que les gens qui sont nés dans les villages, ils sont liés vraiment à leur village. Ils ont toujours cette nostalgie-là de tout, disons, de la nature du village, des bons mets qu'on a au village, etc., etc. Alors, je me disais, est-ce que tu es né et grandi dans le village avant de venir à la ville ou pas? Il y a des personnes qui, par moment, pensent que le fait de dire qu'on est né au village, c'est un problème ou bien c'est un défaut. Non, moi, je suis né au village et j'ai fréquenté au village jusqu'à pratiquement 20 ans. J'ai fréquenté au village jusqu'à 20 ans et c'est après 20 ans que je suis venu en ville chercher la vie, comme on le dit, parce que né dans une très pauvre famille, né dans une famille où il n'y avait que la maman et qui avait 6 enfants à élever, elle n'avait rien, une pauvre ménagère, elle n'avait rien. Ça dit que c'était pas très facile. Donc à 20 ans, avec l'université qui était déjà payante, on ne pouvait plus rien, il fallait se frayer un chemin. Donc c'est comme ça que je me retrouve en ville.
question de me frayer un chemin, de m'imposer dans la vie, de trouver de quoi manger. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je suis né au village. Ça, je ne me cache pas. Je suis né au village. Ok. Et c'est pour ça que je suis attaché à ma tradition. C'est pour D'accord. ça que je suis attaché à ma culture. D'accord. Je l'avais pressenti. C'est pour ça que je pose la question. J'ai posé la question pour en être très sûr. Alors, vous en êtes à la 20e ou 21e année de ta carrière, je crois, entre les deux, quoi. Je ne sais pas très bien. Je ne me rappelle plus très bien. Non, mais non, j'ai fait... Ouais, j'ai fêté mes 20 ans de carrière en 2018. En 2018, pourquoi? Parce que on avait fait un long métrage et on s'apprêtait à... On avait fait un long métrage pour fêter mes 20 ans de carrière. Et il y a l'une de mes actrices qui avait travaillé avec moi depuis pratiquement 8 ans, paix à son âme, qui est partie. Et c'est pour cette raison que j'avais décalé ça en 2018. On l'appelait Stéphanie Mekegan. Elle était, je pense, les gens l'aimaient beaucoup. Elle était très petite de corps, elle était très professionnelle. Donc, j'avais dû décaler parce qu'on devait fêter les 20 ans plutôt en 2017. Donc, en 2020, c'est la 23e année de carrière. J'ai fait 23 ans de carrière. 23 ans de carrière, c'est très costaud ça. Et c'est vrai, je ne sais pas, si tu n'as pas encore battu le record au Cameroun comment dirais-je, du nombre de films ou des séries réalisées, je ne sais pas, mais est-ce que vous savez combien vous avez déjà réalisé comme série et comme film? Vous avez une idée du nombre de films? Oui, en 23 ans de carrière, ce que je tiens à préciser, je tiens déjà tout d'abord à remercier tous ceux qui me soutiennent. Je dis donc, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont soutenu durant mes 23 ans de carrière parce que faire 23 ans de carrière aujourd'hui, on reste, je dirais, au sommet. Ça, c'est ce que vous me dites chaque jour. Ça, c'est ce que mes admirateurs, mes fans me disent chaque jour. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné parce que depuis la sortie de Mokwai jusqu'à aujourd'hui, je pense que je ne suis pas très avancé, je ne suis pas en arrière, je suis en fait pratiquement au milieu. Ce n'est pas donné, donc je suis très content pour ça déjà. Et à mon actif, aujourd'hui, j'ai 10 séries télévisées et j'ai 10 séries télévisées et j'ai 8 téléfilms. C'est-à-dire que j'ai 8 téléfilms et 8 films. Ça, 8 téléfilms. Quand je parle de téléfilms, je parle de téléfilms et de films. Donc, j'ai eu 8 et 10 séries télévisées. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, là, il y a une question justement de Zandel qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu joues toujours dans toutes tes productions? Pourquoi je joue toujours dans toutes mes productions? Pour des personnes qui ont connu mon enfance, pour des personnes qui ont été au lycée de Penka-Michel ou bien dans l'arrondissement de Penka-Michel ou bien dans le département de la Ménois. Je pense que mon succès ne doit pas surprendre ces gens-là parce que à l'âge de 11 ans, je commence au CS de Penka-Michel et je suis très célèbre pourtant. À l'époque, on ne retrouvait pas trop de jeunes à l'école comme actuellement. Quand j'avais 11 ans en classe de 6e, dans la même classe, il y avait des personnes qui avaient 19 ans. Il y avait des personnes qui avaient 19 ans. S'il y a des personnes qui avaient 19 ans en 6e ou en 5e, ça veut pratiquement dire qu'on pouvait retrouver des gens avec 20 ans ou 22 ans en classe de 3e. Et je damais le pion à toutes ces personnes-là. J'étais très bon humoriste. Mais j'ai compris très tôt que quand je commence la carrière professionnelle, que de temps en temps, il fallait se former. De temps en temps, il fallait faire des ateliers. Et j'ai fait ces ateliers-là. Ces ateliers-là ont fait de moi, m'ont transformé. Et je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que je suis très fier de moi parce que jusqu'ici, on ne m'a pas encore dit que voilà, Manola, tu as très mal interprété tel rôle. On me dit toujours non, tu étais dans la casquette d'avocat. D'ailleurs, je tiens à préciser quand je fais la série Le Procès, pas mal de magistrats et avocats discutaient avec moi tous les jours en disant non, tu es juriste, tu es en train de nous cacher quelque chose. Moi, je disais à ces personnes non, je n'ai jamais été à l'université, donc pour dire encore que je suis juriste, c'est un peu exagéré. Donc, je n'ai pas appris le droit. C'est-à-dire que je n'ai pas appris le droit. Je suis un acteur qui interprète des rôles. Et chaque fois que je veux travailler sur un sujet sensible, je me dois de me rapprocher des professionnels. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est pour cette raison que je dois jouer dans... c'est pour cette raison que je joue de temps en temps
ou bien que je joue toujours dans mes séries. Pour la petite histoire, quand j'ai fait la série Le Général, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé, il y a de très bons acteurs au Cameroun. Mais j'ai essayé avec plus de 4 personnes qui n'ont pas pu interpréter le rôle du général. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je suis acteur à la base, je me lance. Et je pense aujourd'hui, le résultat est positif parce que je suis interpellé par tout le monde dans la rue. Je suis interpellé même par les hommes en tenue qui sont très fiers de mon travail. Voilà, lorsque lorsque vous traitez un sujet dans un domaine précis et que des personnes de ce domaine apprécient ce que vous avez fait, ça veut dire que quelque part, même si vous n'avez pas été parfait, vous avez fait quand même quelque chose qui a marqué des gens. Oui, du coup, par rapport justement à ce rôle-là de Samba, le général, toujours Zandel s'est posé la question, pourquoi est-ce que tu joues le rôle des protagonistes? Ouais, moi je pense que c'est un choix. C'est un choix et effectivement j'assume. C'est un choix et j'assume. Pourquoi je joue le rôle des protagonistes? À un moment donné, j'ai dit dans la précédente réponse que j'ai regardé autour de moi, il y a des personnes qui ne pouvaient pas porter ce rôle. C'est-à-dire que j'avais porté le choix sur pratiquement 4 personnes qui n'ont pas pu donner ce que je voulais parce que mon projet, c'est moi qui ai réalisé. Ça veut dire que je sais ce que je veux. Et quand des gens ne parviennent pas à porter, directement, je me lance à l'eau et je dis voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe a une sous-question par rapport à ce qu'on vient de dire là? Non, pas moi. Alors, s'il n'y en a pas, alors on continue avec les questions. Alors, il y a un problème aussi dans tes films. Enfin, c'est pas un problème. C'est une sorte de déjà-vu. Une sorte de déjà-vu. On voit toujours pratiquement les mêmes acteurs dans pratiquement toutes tes séries et tous tes films. Surtout les séries, je veux dire. Je peux les citer, mais tu les connais très bien. Oui. C'est comme s'il y a une certaine amitié, une sorte de cercle d'amis comment dirais-je, qui veulent toujours être ensemble. Et bon, il n'y a pas de mal à ça, de toute façon. Mais bon, je pose la question quand même. Posez toutes les questions, hein. Moi, j'ai pas de problème. Ok. Bon, c'est la question. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours les mêmes personnes? Pourquoi on retrouve les mêmes acteurs? Non, on peut plus demander pourquoi on retrouve les mêmes acteurs principaux souvent. Moi, je vais dire quelque chose de sérieux. 5 ans avant, les acteurs camerounais, beaucoup ne travaillaient pas. C'est aujourd'hui que la jeunesse s'est décidée, a compris qu'il fallait la relève, qu'il fallait un sang neuf pour pouvoir révolutionner le cinéma camerounais et que les jeunes se sont lancés dans le travail. Donc avant personne ne travaillait, avant les gens ne voulaient pas se former, avant les gens croyaient que faire le cinéma ou bien être comédien, c'était quelque chose qui révélait des personnes délaissées pour compte et que ce n'était pas un travail. Donc, c'est pour cette raison que moi, personnellement, j'étais obligé de travailler avec toujours tous ceux qui avaient du respect pour ce métier et qui, de temps en temps, cherchaient à donner quelque chose de neuf, même comme la perfection n'est pas de son monde. Donc, voilà un peu la raison. Si vous regardez, par exemple, la série Lieu d'amour, vous allez voir qu'il y a de nouvelles personnes. Si vous regardez Samba le général, vous allez voir que c'est-à-dire qu'il y a des acteurs que vous avez connus, mais qui ne sont pas dans les rôles principaux. Je prends par exemple le rôle de Jean-Claude Suchou, qui dans Samba le général, il joue le dealer. Il joue le dealer, il joue pas un rôle principal. Il joue un troisième rôle. Il est loin derrière, mais sauf de par sa façon de faire, son professionnalisme et sa façon de travailler, il a dû se démarquer avec le rôle qu'il a interprété. Donc, voilà un peu la raison. Donc, je suis en train de préparer de nos 2 projets pour l'année 2021 et je pense que vous aurez quand même la réponse à la question. Vous allez trouver déjà que Manolab ne doit pas jouer un rôle principal. Il est figurant.
C'est-à-dire que dans une série où on a pratiquement 1250 séquences, il doit interpréter peut-être 10 et laisser la place aux autres. Il faut penser à la relève parce que il faut changer quand on voit les mêmes personnes. Quand on voit les mêmes personnes, ça ne pose même pas de problème. Si on voit les mêmes personnes qui se fondent dans des personnes, dans différents personnages, ça ne pose aucun problème. Mais si on voit les mêmes personnes qui ne parviennent pas à se fondre dans différents personnages, ça pose un problème. D'accord. Justement, j'avais une question par rapport avec la passation, si tu veux, avec les jeunes, parce que, bon, on a toujours une polémique ici à propos de la formation des acteurs, l'absence des écoles sur les arts dramatiques, etc., etc. Bon, deux petites questions. La première, est-ce que vous avez été formé dans les arts dramatiques ou bien vous êtes pas un manolap, mais un mens, comment on dit là encore? Un self-made ou c'est moi, je ne sais pas. Quelque chose dans ce sens-là, exactement. Voilà. Manolap est autodidacte. Self-made man. Self-made man, exactly. Mais heureusement qu'on a quand même Zendel qui est à côté et qui peut nous aider de temps en temps. C'est Minel, c'est pas moi, c'est Minel. C'est pas moi. Ok, merci. Moi, je tiens à préciser que le français ou l'anglais, les deux ne sont pas la langue de Manola. Manola parle le Ngamba. C'est-à-dire que si tu poses la question, tu me salues en patois. Moi, je vais directement répondre. Je vais dire, oh là là. Voilà, donc c'est pour ça. C'est-à-dire que ma langue, c'est le Ngamba. Donc, on peut ne pas se retrouver avec certains termes de temps en temps. Mais voilà, toujours est-il que je précise, ce n'est pas ma langue. Et si c'était ma langue, personne n'allait me damer le pion. Voilà, d'accord. C'est un peu ça. Alors, la question. Oui. La question, c'est... Moi, j'ai comme impression que j'ai oublié. Ta formation. Est-ce que tu dis que tu es autodidacte, c'est vrai. Mais oui. Comment est-ce que ça s'est passé pour que dès l'autodidactie, tu arrives à être un si grand professionnel jusqu'à épater même les avocats qui, quand ils suivent le film, et justement, j'aurais une petite question à propos de ce film-là, Accusé, lève-toi, hein, quelque chose, le procès où il y a deux, hein. Il y a deux. Il y a le procès qui est devenu accusé à la barre. Accusé à la barre, effectivement, c'est ça. Mais parle-nous d'abord de comment tu es arrivé à ce top niveau-là dans la réalisation, la production des films. Oui, je commence par l'humour. Comme j'ai expliqué pendant que j'étais au collège. Et on avait la chance quand même à l'époque que les établissements organisaient des soirées culturelles où on faisait des compétitions. Ce n'est pas comme aujourd'hui où ça a carrément disparu. Je pense également au football où à l'époque, il y avait ce qu'on appelait chez nous l'OSUC, où il y avait eu des compétitions interscolaires en ce qui concernait le foot bien le hand. Et ça faisait qu'on découvrait quand même, c'était l'occasion de dénicher des talents. Donc, je suis un produit du collège et par la suite, on a nos aînés qui organisaient des congrès et c'est comme ça que je travaillais. Mais c'est vrai quand même que ça n'a pas été très facile. Mais quand j'arrête, ça dit qu'après la classe de terminale, quand j'arrête et que je tombe dans la vie active, je tombe dans la vie active à l'époque, je pense, il y avait le feu Jean-Michel Cancan, il y avait le feu Essili Midja, il y avait Chop Chop, qui est un aîné que je respecte beaucoup. Il y avait le feu Mamadou Djoké, il y avait le feu Tanandan, qui venait de commettre un album qui était, ça dit que des choses qui bougeaient, parce que aujourd'hui, de temps en temps, je me vante que je sors de la plus grande école, parce qu'à l'époque, il fallait commencer par l'humour, et par l'humour, l'humour, les chaînes de télévision n'existaient pas beaucoup comme aujourd'hui, il n'y avait que la chaîne nationale. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait passer à la chaîne nationale. Ça dit qu'après après cette période-là, on a eu la chance d'être encadré par des aînés qui étaient dans des radios. Moi, je suis passé par exemple à la FM 105 où j'ai été formé auprès de certains aînés comme le président de Job, comme le président. Oh, ton micro. Et voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de travailler. On a fait quelques cassettes à l'époque où on parlait des sketchs. C'était des sketchs.
C'était très compliqué. Quand je parle de la grande école, parce que il fallait qu'on vous suive à travers des cassettes audio et que vous vous intéressez les gens de par le message que vous transmettez. Et que le tout n'était pas seulement de changer la voix, mais il fallait un message de fond pour interpeller les gens. C'est pour cette raison qu'à cette époque-là, chaque fois qu'on commettait un album, ça dit que les gens s'arrêtaient devant des discothèques comme si on regardait un match de Champions League, et c'est un peu comme ça. Même dans mon pays, ça se faisait, oui. Voilà. Donc après cette étape-là, j'ai été abordé par John Comcom, il est à Paris, il est producteur, d'ailleurs c'est lui qui m'avait mis en contact avec Kalula. Donc John Comcom qui vient au Cameroun parce qu'il y avait les Guignols d'Abidjan, c'est-à-dire qu'il y avait les Gourous qui avaient déjà fait beaucoup de choses, et lui, en tant que Camerounais, il a dit que non, je vais faire une réplique. Je vais faire une réplique à l'Afrique de l'Ouest. Il est venu, il a créé les Guignols de Douala et il a mis voilà. Il a mis sur pied les Guignols de Douala, ou bien, ça veut dire que le premier truc qu'on a produit, c'était L'argent facile. La fameuse histoire que j'avais écrite à l'époque, l'histoire de Moko Ayedon, le gain facile, où on montrait comment Manolab sortait avec le poste, il rencontre son ami Moko Ayedon en route, et Moko a dit non, tiens, tu ne dois plus souffrir, je vais t'amener à une tontine des hommes généreux et on va changer ta vie. Ta situation actuelle sera qu'un triste souvenir, et c'est comme ça que je me lance. Je fais le tout premier téléfilm. Mais après quelques temps, j'ai compris quand même que ma place n'était pas trop dans l'humour parce que je ne parvenais plus à faire rire beaucoup de personnes. Je ne parvenais plus à faire rire beaucoup de personnes. J'ai dit non, il faut chercher une autre piste. Il faut très vite réfléchir. J'ai compris qu'il fallait regarder les aînés, il fallait regarder des films, et voilà, j'ai compris qu'il fallait penser au cinéma. C'est comme ça que je commence à travailler seul. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen d'aller travailler auprès d'un aîné. Déjà, c'était tellement compliqué au Cameroun que chaque fois que vous allez vers un aîné, s'il est en pleine répétition, il doit arrêter ses répétitions parce qu'il ne voudrait pas que vous deveniez comme lui. Donc, c'était un peu très compliqué. C'était un peu très compliqué pour moi quand je commençais. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je ne me suis pas découragé. J'ai continué à travailler. Et quand j'ai eu l'idée de faire la série Mon Histoire, j'ai dit, voilà, je vais foncer. Et quand je fonce, c'était un succès. C'était un succès, et voilà. C'est comme ça que chaque fois, quand on a commencé à s'intéresser à ce que je faisais, j'ai commencé à prendre des contacts de gens qui étaient dans certains pays. Je regardais beaucoup de films, je posais beaucoup de questions. Qu'on réponde ou pas, ce n'était pas mon problème. Mon objectif était de foncer parce que je devais arriver dans tous les cas. Donc, après, cette période-là est passée et voilà, on a eu la chance, on a commencé à faire des trucs où certains aînés, je pense à quelqu'un, c'est vrai, j'ai oublié le nom, il a pris mon film à l'époque, il est aux États-Unis, qui passait sur une chaîne locale, Afrotainment Movies, un truc de ce genre. Donc, après, c'était le déclic. Moi, j'ai compris que non, ce métier, si l'extérieur commence à s'intéresser, vite fait, il faut se former. Il faut se former. Et j'ai commencé à poser des questions auprès de certaines personnes à l'extérieur où ils ont commencé à parler des festivals, et c'est comme ça que je commence à m'intéresser aux festivals chaque fois que je vais. Est-ce qu'il y a un atelier? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a, que ce soit pour la réalisation ou bien pour le jeu d'acteur, je m'intéresse. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications-là. Et là, je comprends maintenant pourquoi dans la série Mon Histoire, il y a quand même des épisodes vers la fin qui sont un tout petit peu bâclés. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà, c'est une bonne chose. Ok, mais de toute façon, quand on quitte Mon Histoire, on arrive, quand on suit ton parcours, quand on en arrive à c'est quoi encore là? Comment? Le procès. Quand on quitte Mon Histoire, on arrive au procès. Avant Mon Histoire, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai fait. Oui, tout à fait. Moi, je prends ce qui a vraiment marché. C'était Lueur de quoi là encore là? Non, il y a Lueur d'amour, mais avant Lueur d'amour, avant Lueur d'amour, il y a le procès que j'ai fait qui a marqué les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Où j'ai vendu dans pratiquement tous les pays francophones. Non, je parle des Lueurs d'amour parce que tu as toi-même déclaré une fois que c'est la crème des crèmes de tes films. Ouais.
C'est pour ça que je dis ça aussi. Ah oui. Et quand je parle de crème de crème, ça dépend. Il faut pouvoir situer quand on parle de crème de crème. Quand je parle de crème de crème, c'était en fait Lueur d'amour était une histoire. Lueur d'amour était une histoire d'un chef qui avait juré, d'un chef supérieur. Vous connaissez un peu ce que veut dire chef chez les banques? Ouais. Il avait décidé de ne jamais être polygame. Il avait juré, c'était un pacte qu'il avait signé avec sa femme, mais malheureusement, il tombe amoureux d'une servante à la reine. Et voilà. Maintenant, quand je parlais de la crème des crèmes, déjà parce qu'on a tourné ça, on a tourné ce film dans un décor très, très riche, parce qu'on a eu la chance quand même d'avoir un chef qui s'appelle Fonjinjou. Il est installé à Melon, qui a mis beaucoup d'argent, je dis bien qui a mis de centaines de millions en ce qui concerne les objets d'art. Il a accepté qu'on tourne dans sa chefferie. Ce n'est pas donné. Un chef supérieur qui accepte qu'on tourne dans sa chefferie et qu'on entre partout et qu'on doit poser les fesses partout sur toutes les chaises. Ce n'est pas donné. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que je parlais de crème de crème. Parce que cette série est vraiment riche. Ouais. Donc c'est un peu ça. Wow. D'accord. Et même les plans et la qualité des images, c'est parfait. C'est clair. Ah ouais, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est sûr. D'accord. Ouais. Alors, on peut, avant de passer à autre chose, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question en rapport avec les films? Parce que là, on va passer à autre chose que les films. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à... justement, il a parlé il conseille aux personnes de se former, aux acteurs, aux actrices. Moi, j'avais une question parmi justement les acteurs qui travaillent avec lui et les actrices. Est-ce que parmi toutes ces personnes se sont formées? Est-ce qu'elles-mêmes, elles ont bénéficié d'une formation, pas Made in Menolap, mais est-ce que tu les as recrutées parce qu'ils sont partis en fait à faire des masterclass ou de l'actorat? Oui, vous savez un peu comme moi, c'est-à-dire que dans le contexte camerounais, lorsque moi je suis producteur et quand je recrute des personnes, je ne me base pas est-ce qu'on est venu me présenter une attestation parce qu'on a fait une formation chez X ou Y, parce que chacun au Cameroun est libre de créer son école et donner l'attestation à qui il veut. Chacun au Cameroun est libre d'organiser son award et confondre un humoriste à un acteur de cinéma. Vous voyez un peu, ça crée la confusion un peu partout. Ça veut dire que lorsque je recrute des personnes, ce qui est important pour moi, ce n'est pas est-ce qu'on s'est formé. Ce qui est important pour moi, est-ce que je cherche... moi, j'ai un rôle pour une femme forte qui doit être noire et qui doit être souriante et qui doit avoir une bonne diction. Est-ce que Zendel qui se présente devant moi, est-ce que Zendel fait le profil? Si la réponse est oui, je recrute d'abord Zendel et je recrute beaucoup d'autres personnes qui ont ce même profil. Et ça veut dire qu'avant de passer à l'étape, on essaie de répéter pour voir qui peut faire quoi. Parce que l'essentiel n'est pas qu'on vous présente une attestation. On peut vous présenter une attestation. On peut vous présenter 10 attestations. On sort de 10 écoles différentes. On a été formé. On ne parvient pas à bien interpréter son rôle. D'accord. D'accord. Merci. Autre question? Oui, j'avais une sous-question par rapport à ça. Est-ce que Menolap a déjà organisé des castings pour ses productions? J'organise toujours des castings pour mes productions. Parce qu'il y a deux façons d'organiser des castings. On peut faire des castings ouverts, on peut faire des castings fermés. Des castings ouverts parce que après l'écriture du scénario, peut-être on a des personnes, on a des acteurs qu'on visait directement, on les recrute directement. Le casting ouvert peut-être parce qu'on a des profils qu'on recherche. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'organise toujours des castings. On ne peut pas faire un film sans casting. Le casting n'est pas forcément celui-là. Le casting n'est pas forcément celui qu'on a annoncé en public. D'accord. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit parce que justement, moi, l'idée du casting, c'est me dire que je loue une salle, je fais appel à d'autres de mes confrères et tout pour chercher un profil ou des profils. Et du coup, c'est bien qu'ils mettent le point dessus entre casting ouvert, casting fermé. Donc, ça répond à ma question. D'accord. Alors, on va passer à autre chose. Non, moi, je voulais dire quelque chose. Ah, ok, vas-y. Oui. Alors, en fait, j'ai une remarque à faire et une question aussi qui en découle. C'est que, bon, j'ai remarqué, en fait, dans les séries, du moins, celles avant, j'avais l'impression que la fin était bâclée pour la plupart. Et du coup, j'étais très déçue parce que ça commençait très bien. L'histoire était vraiment superbe. Mais après, je me suis demandé... qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'à la fin, on sent que
ça finit trop vite. Donc, je ne sais pas si vous rencontrez des problèmes techniques pendant les tournages ou alors si parce que les épisodes sont trop longs et donc il y a un manque d'inspiration qui fait que la fin est bâclée. Mais par contre, pour Lueur d'amour, là, j'ai été vraiment satisfaite de A à Z parce que ça avait été bien travaillé. C'est vrai que bon, la fin, c'était un peu tragique, mais je me suis toujours demandé s'il y avait des problèmes pendant les tournages. Oui, c'est ce que je suis en train de dire à Marie. Qui faisait en sorte que la fin était un peu bâclée ou un peu précipitée. Je ne sais pas trop. Oui, après, peut-être c'est une remarque juste personnelle, mais... Oui, je vais répondre. On a un véritable problème qui est un problème de financement. La différence entre nous et les Occidentaux, c'est que lorsqu'ils veulent faire une série, souvent ils savent concrètement où ils vont. Ils peuvent se décider de le faire en 4 ou en 5 saisons parce qu'ils ont les moyens pour ça. Au Cameroun, on se décide, OK, on va faire une série de 26 épisodes et on construit une histoire qui commence et qui finit. Mais souvent, au cours du développement, on constate que on n'a pas bien développé ou bien il ne fallait pas s'arrêter là. Mais il n'y a plus de moyens. Donc, voilà notre premier problème. Si vous avez compris ça, si vous avez compris ça avec Lieu d'amour, c'est parce que on a pris un peu de temps. Peut-être quand on tourne Lieu d'amour, c'est quand même en 2019. Et en 2019, ce n'est pas en 2005 quand on tournait. On était obligé de faire le racolage, même demander aux voisines qui étaient à côté si on avait fait un peu de macabo pilé qui avait le reste, il fallait donner un peu aux acteurs. Donc, quand on fait Lieu d'amour, il y a quand même... Quand on fait Lieu d'amour, on vient de vendre au moins 3 séries à plus, à TV5 et à beaucoup d'autres chaînes, et on se dit quand même que, OK, on prend la peine de développer cette histoire. Mais c'est vrai quand même qu'on peut être un peu coincé parce que avec Samba le Général, j'ai vu pour ceux qui sont allés sur la plateforme Vori et qui ont regardé le film, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit et qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon dont le général finit. Et moi, j'ai dit, OK, j'ai compris parce que j'ai compris, on a pensé bien fini, mais les gens ont trouvé quand même, bon, c'est pas, je ne vais pas expliquer à tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui est abonné sur Vori TV. Pour ceux qui veulent connaître ces fins-là, qui partent, qui courent rapidement sur la plateforme Vori TV, qui est cette plateforme qui a révolutionné le cinéma au Cameroun, voilà, qui courent là et qui essayent de regarder. Donc, en fait, voilà un peu le problème, nos problèmes avec la fin des séries ou bien de certains longs métrages. D'accord. Ok, je comprends mieux, effectivement. Ouais, moi, justement, pour revenir en fait dessus, parce que moi, je fais partie des gens qui étaient vraiment déçus de la fin de Samba. Parce que pour moi, ça s'est passé comme si on était en train de tourner et puis le bailleur est venu dire sortez de la maison ou bien on a éteint la lumière. C'était vraiment brutal. C'était très brutal. Raoul, ça dit que tu es terrible. Le bailleur a dit sortez de ma maison, on arrête le tournage. C'était très rapide parce que moi, j'ai rien compris. Oui. Ouais, moi, je suis d'accord. Jean de Dieu, il faut bien noter cette réplique-là. Hein. Ouais, ça peut être utile dans un de tes films. Ouais, c'est vraiment, je suis entièrement d'accord. Hein. Et vous savez, il faut partager avec des personnes comme vous, il faut partager avec des personnes averties, il faut partager avec des personnes qui de temps en temps peuvent avoir le courage de nous dire que non, ce que vous avez fait là n'est pas normal. Parce que beaucoup passent le temps plutôt à applaudir, ils sont tellement fiers de ce que nous faisons. Non, pour cette raison, je vous dis merci. Et je dis également merci au grand frère Patou Film, la maison Patou Film, le grand frère Patou Dem, qui a regardé Samba jusqu'à la fin, avant que ça ne parte même sur les plateformes et qui m'a dit Manolab, ce général a fait tellement de mauvaises choses que fini comme ça n'est pas très bien, c'est pas catholique. Donc c'est comme si tu as voulu favoriser ce général-là. Et pour ça, je vous dis merci. C'est pour cette raison que j'annonce solennellement qu'au cours de l'année 2021, nous allons faire une saison 2 pour Samba, pour que le gars puisse quand même... il ne peut pas quand même, on ne peut pas être gentil avec lui comme ça va pas. Pour qu'il fasse amende honorable, c'est ça? Il doit subir, même 5 épisodes, il doit subir d'abord. Non, 5 c'est petit, parce que s'il fait 96 épisodes, il faut subir de mauvaises choses aux personnes, et qu'il a subi seulement dans 5, c'est très dangereux, il va payer pour tout ce qu'il a fait. Voilà, ça je suis d'accord. D'accord. On évolue, le temps est en train d'avancer très rapidement là, malheureusement. Voilà, on quitte un tout petit peu le film, mais on va parler d'autre chose. C'est toujours dans le cinéma. Et d'abord, je vais te poser une question.
gens des dieux, est-ce que tu n'es pas fâché contre nous? Pourquoi je vais être fâché contre des personnes qui font tout pour que je sois au top niveau? Non, je ne peux pas être fâché contre vous. Ah Non. bon, c'est très bien, parce que je sais que tu te fâches quand tu as mangé le maïs et les arachides et les plantes et les bananes plantains brunes. Ouais, ça me rappelle quelque chose, hein, parce que j'annonce un direct où je dis aux gens je suis très fâché. Et comme tout le monde est politicien chez nous, les gens s'attendent que non, peut-être ce gars-là va parler de la politique, il va parler. Non, j'explique aux gens que je suis très fâché parce que j'étais au village et maman Mambi Madeleine m'a fait le maïs avec les prunes, le plantain. Elle m'a rassuré que c'était bio. C'est pour ça raison que, voilà, donc tout le monde était perdu. Parce qu'il y a déjà, moi j'ai vu les gens se connecter très rapidement, voilà, donc c'est un peu ça. Moi-même, j'étais un peu perdu quand j'ai vu cette petite séquence-là. Mais de toute façon, je sais aussi que tu étais vraiment fâché. Tu étais vraiment fâché, pas parce que tu avais bien mangé bio et que tu aimes bien de la bouffe, tu l'as déclaré toi-même, mais parce que il y avait eu l'enterrement d'une femme, d'une chanteuse, la maman, comment on appelle ça, Ngafa ou Ngaya, je me rappelle plus. Maman Guéa, c'est ça. Et là, tu as pété les plombs, tu as dit des choses là incroyables contre les politiciens, contre tous ces gens-là qui devraient soutenir le cinéma ou les artistes, etc. Mais ça fait au moins 1 année ou 2 ans que tu as dit ça. Mais quelle est la situation sur place actuellement? Parce que là, on est en train de voir des gens venir d'ailleurs, États-Unis, je ne sais pas où, là, pour venir vous rassembler et essayer de vous parler des choses qui existent déjà là-bas et que vous-même, vous pouvez, par exemple, prendre en main. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, moi, je pense que je ne joue que mon petit rôle d'acteur culturel et je suis très petit pour apprendre ou bien pour dire ce que les pouvoirs publics peuvent faire. C'est-à-dire que chacun a son travail et si vous êtes quelque part et que vous ne faites pas votre travail, si on vous a nommé, par exemple, et que vous allez... Oula, les images parties. Allô? L'image partie. Le son est là, mais l'image est partie. Ah là, ça va, c'est bon. Voilà, donc je ne suis rien pour expliquer. Moi, en tant qu'acteur culturel, quand je m'amuse, je fais mes directs, je peux dire des choses, je peux essayer de parler. Écoutez, moi, je pense que chacun devrait faire son travail et moi, j'essaie de faire mon travail à mon niveau. Et s'il fallait attendre que ce soit, je ne sais pas, les politiciens ou bien certaines personnes qui décident à ma place de faire mon art, c'est que je suis encore à l'étape 0. Donc, c'est le conseil que je donne. Oui, mais vous avez dit vous-même que les acteurs sont abandonnés à eux-mêmes et qu'il faudrait qu'il y ait quand même un soutien ou un appui de la part de l'État, quand même. Il y a un ministère de la Culture, il y a un ministre de la Culture, il y a une direction générale de la Culture, il y a tous ces machins-là. Ils font quoi? Est-ce que vous les contactez ou pas? Est-ce qu'ils savent que vous existez ou pas? Oui, vous pouvez les contacter, vous pouvez faire des demandes, vous pouvez déposer des dossiers, mais vous n'irez jamais décider à leur place. Le moment de décider, chacun, ça peut devenir une histoire de copinage. Je ne veux pas dire forcément que c'est ce qui se passe là-bas, mais bon, je suis très petit pour dire que pour apprendre à celui qui est à cette place-là de faire ci ou ça, le conseil que je donne aux jeunes chaque fois, c'est de ne pas se décourager parce que s'il faut rester attendre que les gens doivent prendre des décisions pour vous, vous n'allez jamais travailler. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais... Je suis arrivé une fois en Côte d'Ivoire, j'étais accompagné de mon ami Ebenezer Kepombia, où on a discuté avec les producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Les gens m'ont posé des questions. On dit, mais qui a produit le film? Je dis, non, c'est moi, j'ai fait une série de 104 épisodes. Et Mitou m'a dit, j'ai fait une série. Et voilà, les gens étaient surpris. Ils disent, mais comment vous pouvez faire une série vous seul? Ça veut dire qu'ils étaient un peu surpris. Parce que chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous avez un projet,
vous soumettez le projet au ministère de la Culture, par exemple, de chez eux. Le ministère de la Culture se décide, OK, on doit supporter ceci ou ceci. Bon, ici, c'est aussi normal parce qu'à un moment donné, nous sommes considérés comme des laissés pour compte ou bien comme des personnes, comme de petites personnes qui doivent amuser ceux qui mangent leur argent. Donc, c'est normal aussi. Justement, mais il faut réagir. Et ton coup de gueule, là, pour moi, c'était une bonne réaction. Mais là, je suis surpris que tu fais un peu le bémol et tu n'y vas pas tout droit pour dire, voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Quand j'ai fait ce coup de gueule là, à ce moment-là, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Exactement. Mais ça n'a rien changé. Mais moi, mon problème, c'est que ça n'a rien changé, mais il faut que les gens viennent de l'extérieur pour vous aider maintenant. Si ça n'a rien changé la première fois, il fallait essayer la deuxième fois. Je sais que Roger Brice-Sobro, par exemple, pour le citer, bien sûr, il était notre invité ici, on l'avait reçu ici, et il nous avait parlé de ça. Lui aussi, il avait fait un grand coup de gueule par rapport à ça, et on comprend, c'est vrai que il y a des problèmes très sérieux, très, très sérieux. Et il y a des problèmes, en plus, des problèmes sérieux. Oui, il y a des problèmes sérieux. Ce n'est pas la première fois que Manola va faire ce coup de gueule. Moi, je me rappelle également en 2015 où je suis parti à Johannesburg. J'avais eu le 3e prix africain d'ISCOP et premier prix Afrique centrale parce que je représentais le Cameroun et l'Afrique centrale avec ma série Amour et Tradition qui a fait le tour de toutes les chaînes panafricaines. C'est-à-dire que c'est ma série la plus vendue en fait. J'ai vendu cette série à plus de 15 chaînes de télévision. Donc, quand on était à Abidjan, j'étais dans la même chambre avec mon ami Ebenezer Kepombia. On était dans la même chambre. Et à côté, il y a des gars de l'Afrique de l'Ouest qui étaient venus avec l'avion présidentiel accompagné du Premier ministre, du ministre de la Culture et du directeur de la RTI. Waouh! Voilà. Et ces gars avaient 1 million de francs de frais d'émission chaque jour pendant que nous on se débrouillait dans une chambre et on sortait et le soir on jonglait un peu comme ça. Donc vous voyez un peu la distance. Vous voyez un peu la distance. Donc quand je suis rentré et que j'avais eu le prix, d'ailleurs pour la petite histoire, j'étais 3e parce que nous étions 7 dans la compétition en Afrique. J'étais 3e. J'étais 3e pour la simple raison que la compétition se passait en 2 étapes. La première étape, il fallait passer, défendre son projet et on devait regarder comment vous défendez votre projet et regarder l'aspect technique. Et ça dit que la deuxième étape, les gens devaient voter. Or, nous étions dans une salle où on avait plus de 1000 Sud-Africains, plus de 800 personnes qui venaient de l'Afrique de l'Ouest contre 7 Camerounais. Donc, c'est tout à fait normal. Je ne pouvais être que 3e. La place de 3e m'a beaucoup surpris. Maintenant, le dernier qui est un Kenyan, dans la compétition, quand il rentre dans son pays, il est reçu par le chef de l'État et il reçoit 45 millions de francs pour faire son prochain projet. Ici, je n'ai même pas été reçu par le ministre de tutelle, donc il faut tout comprendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cale? C'est à ces personnes-là que vous devez poser ces questions et non à nous. Bah, je vous la pose à vous parce que vous êtes en contact avec ces personnes-là, d'une certaine manière. Non, et ils non, vous voient. Les mêmes personnes-là, ils regardent bien vos films, vos séries, ils les regardent. Ils sont même d'ailleurs très contents. Ils sont même d'ailleurs très contents parce que nous nous retrouvons souvent pour des voyages, soit dans l'avion ou bien on se retrouve dans certains pays où c'est quand, on se retrouve dans un pays étranger qu'on vous montre que non, vous êtes important. Oh Manola, voilà, mais j'adore vos films, j'ai aimé le procès. Mais voilà, tu es très fort, voilà. Donc c'est un peu ça. Mais quand on se retrouve ici, ça devient une histoire de copinage ou bien est-ce que tel est de ma famille? C'est souvent surprenant parce que il y a des moments où je me pose des questions parce qu'en termes de série au Cameroun aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont vraiment travaillé. Moi, je ne le dis pas, ce n'est pas une vantardise, mais c'est une vérité. Il y a Manola, il y a Mintumba, il y a mon frère Mintumba qui est venu, j'ai commencé longtemps avant lui, mais qui est venu, il a travaillé, il a réussi à s'imposer également. C'est ça qui est important. Je tiens à rappeler que personne ne nous n'a jamais reçu un financement quelconque venant de ceux que vous parlez. Bon, ça ne nous gêne pas aussi, ça ne nous décourage pas, on ne peut pas recevoir de financement venant de ces personnes-là, mais on peut être soutenu par des gens comme vous. La preuve, c'est que vous prenez tout le temps pour nous. La preuve, c'est que vous prenez tout le temps, vous sacrifiez, vous serez en train de faire autre chose, hein, de boire un café ou bien en train
de discuter avec madame ou bien, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez tout le temps pour nous. Donc, en fait, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce que vous soutenez le projet de Roger Brice-Sobgo sur la création d'un syndicat des artistes ou des cinéastes, quoi? Oui, je soutiens son projet. C'est vrai qu'on n'a pas encore suffisamment discuté. C'est un ami, c'est un frère. D'ailleurs, on travaille ensemble même pour ma nouvelle série qui doit s'appeler Docteur Mangabel. Il est l'un des acteurs. Je soutiens son projet. D'ailleurs, nous avons mis sur pied un syndicat. Nous sommes en train de mettre sur pied, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes en train de mettre sur pied un syndicat des producteurs et exportateurs de séries. Pour la simple raison, nous avons constaté que dans beaucoup de pays en Afrique, on a déjà créé un syndicat dans ce sens-là. Et nous avons décidé de faire un syndicat dans ce sens-là. Mais l'idée de Brice-Sobgo n'est pas une mauvaise idée. Et je pense qu'on ne peut qu'accompagner. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que Sylvain Le Béni est venu faire au Cameroun? Sylvain qui? Il a mobilisé Sylvain Le Béni, je crois. Ouais. Il est venu mobiliser les gens. Il a créé un truc là. Digital Way Awards. Digital, exactement. Vous avez été en contact avec lui? Est-ce que vous avez discuté avec lui Parce qu'il a mobilisé beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de bruit. C'est digital. Comment? Ça s'appelle Digital quoi encore? Digital Way Awards. On a coupé le son? Ah ouais, je vois quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Mais pour être vrai, personnellement, je n'ai jamais été abordé par personne. Donc, je ne sais pas de quoi il est question. D'accord. Pour être sincère, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Peut-être qu'il vient de l'Hexagone et veut faire quelque chose de bien pour les acteurs camerounais, il veut faire quelque chose de bien pour le cinéma camerounais. Mais il ne faudrait pas que je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas, de peur d'écorcher son projet. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord avec toi. Mais peut-être la dernière question par rapport à ce qu'on vient de discuter là. Combien d'écoles de formation sur les arts dramatiques existent au Cameroun actuellement? Parce que je pose la question, je peux un peu expliquer pourquoi je pose la question. C'est parce qu'on voit qu'il y a des écoles dans les quartiers. Enfin, on apprend qu'il y a des écoles dans le quartier qui font payer les gens pour être formés, entre guillemets, en acteur ou en machin là. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas d'école ou quoi? Est-ce qu'il y a des écoles au Cameroun? Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il faut parler d'une école fiable, il faut créer une école, il faut aller chercher à avoir un agrément au ministère de la Culture. Même, qu'importe, ça dit que pour moi, ce n'est pas important. Si on veut faire une école dans ce sens-là, si on veut faire une école qui peut aider les jeunes, si on veut faire une école fiable. Mais ce que je constate sur le terrain, c'est que chaque personne peut se lever le matin parce qu'il est passé dans un film, on a remarqué sa tête, il crée son école. Et voilà. Donc, moi, ce n'est pas une façon de critiquer. Chaque personne sait où il va. Il y a beaucoup qui se font pour chercher un peu d'argent. Il y a beaucoup qui font ça pour des raisons personnelles que je ne vais pas expliquer ici. Parce que il est hors de question que vous-même, vous êtes mauvais acteur à la base et vous dites que vous allez former des personnes. Vraiment, moi, je me demande quelle formation vous allez. Donc, moi, ce n'est pas une façon de critiquer leur façon. Peut-être c'est leur façon à eux de donner un coup de pouce au cinéma camerounais. Mais moi, je pense que si aujourd'hui Manolab se décide de faire quelque chose pour le cinéma ou bien former des gens pour le cinéma, je dois me diriger, pour que ce soit officiel, je vais aller au ministère de la Culture, parler de mon projet, chercher à avoir un agrément, pas demander au ministère de me donner des fonds pour former, machin, tout ça, non. Bon, aujourd'hui, chacun se lève un matin comme ça se doit parce qu'il a fait quelque chose qui est apprécié peut-être par le public. Je ne veux pas dire que le public ne doit pas sanctionner, mais à un moment donné, le public, la vie du public compte, mais à un moment donné, c'est la vie plus des techniciens, c'est la vie plus des professionnels qui comptent pour un projet. Parce que le public, il y a des moments où le public est mal positionné, surtout notre public, qu'on n'a pas pris la peine d'éduquer. Par exemple, si vous êtes au Cameroun, vous allez constater facilement qu'on
qu'on confond quelqu'un qui fait la bouffonnerie à un acteur de cinéma. Et si vous êtes au Cameroun, vous allez constater qu'il y a tellement des awards qu'on dit choisissez le meilleur acteur de cinéma. On met le nom d'un acteur de cinéma et après, il y a les bouffons, il y a les clowns partout qui vont dans tous les sens. Et ne soyez pas surpris qu'après, le prix revient au clown. Donc, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a tout ce mini-mélo-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, personnellement, je le dis, je ne suis pas en train de gueuler. Personnellement, il y a des moments où les gens mettent mon nom dans certains awards où je demande carrément d'enlever. Pour moi, ce n'est même pas important. Pour moi, quand j'envoie un film au FESPACO, il est sélectionné, je suis très content. Parce que le FESPACO, c'est le plus grand festival panafricain où là-bas, on ne parle que du professionnalisme. Mais maintenant, quand il y a les awards du quartier qui se font dans des hôtels, dans des petites salles d'hôtel, on remet le prix à tel. Les gens sont tellement contents parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus et chacun peut brandir le morceau de bois ou bien le truc de fer qu'on a remis et les meilleurs ceci, machin. Donc, ça crée la confusion partout. Et c'est ça, c'est ce désordre alors que les gens veulent parce que rien n'est organisé. Parce que notre ministère de la Culture, c'était aussi son travail. C'est aussi son travail de faire la différence, de montrer que tel fait telle chose et tel autre ne fait pas la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je fais l'humour, mais je suis tellement gêné aujourd'hui quand je pense à vous, on me confond à quelqu'un qui fait de la bouffonnerie. On me confond à une personne qui fait rire les gens à tous les prix. Moi, c'est bizarre, ça me choque. Ça me choque quand je sais que... On te comprend. Écoutez, oui, ça me choque quand je sais que je travaille un projet comme ça pendant 1 an avec des scénaristes où les gars travaillent sous ma direction. Je dis aux gars, chaque fois que vous avez écrit 2 épisodes, vous allez envoyer, je vais lire. Si ce n'est pas ce que je veux, on va reprendre. Quand on a fini avec le scénario, je fais un casting et je cherche des personnes qui peuvent porter le rôle de Samba. Je ne trouve pas et je me retrouve en train de porter un rôle. Et je suis fier aujourd'hui parce que les gens apprécient. Et comme on me confond à un monsieur qui est en train de parler du sexe à côté ou bien qui est en train de raconter des trucs avec le français décousu. Tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, ça fait... Donc, il faut ça. Ça veut dire qu'il faut... C'est vrai. Au Cameroun, il faut tout recommencer. En ce qui concerne la culture, il faut tout recommencer. Parce qu'il y a des moments où vous pensez que vous avez à faire. Donc, il y a des moments où vous pensez que ceux qui sont devant vous, quand même les médias doivent faire le travail. Les médias souvent sont... Ça veut dire que les médias souvent sont les premiers à créer cette confusion-là. Parce qu'il y a des médias qui organisent des awards. Ou il y a des médias qui organisent des awards qui ne font pas la différence entre une web-série ou bien un feuilleton, ou bien entre un feuilleton et une série. C'est vrai. Donc, on crée la confusion. C'est-à-dire on va demander à un monsieur qui fait le café, on va chercher à le comparer à quelqu'un qui fait les beignets de l'autre côté. Vous voyez, ça crée une confusion. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Ben, écoute, je vais te dire une chose, Jean de Dieu. J'adore tes coups de gueule. Je les adore. OK. Alors, la dernière question par rapport à dans ce chapitre-là, c'est par rapport à ces castings payants aussi. Bon, tu as parlé du désordre, du n'importe quoi. Ça fait partie du désordre, effectivement. Les castings payants, moi, c'est quelque chose aussi qui m'avait aussi surpris. Tu vas dans un casting, tu dois payer pour qu'on puisse seulement te choisir si c'est toi qui mérites le rôle ou pas. C'est incroyable, ça. Tu as entendu parler de ça aussi? Ouais, c'est terrible. Mon cher grand frère, c'est la famille, l'oisiveté et voilà, tout ça que les gens ne peuvent pas supporter. Ça crée tout ce mélange-là. Les gens ne peuvent pas supporter parce que moi, quand j'avais faim, je supportais. Hein. Je n'ai pas faim aujourd'hui. Je n'ai pas dit que j'ai l'argent, mais je n'ai pas faim aujourd'hui. Je n'ai pas faim, mais ça veut dire que j'ai réussi à surmonter. J'ai réussi à traverser cette étape de famille-là. Parce que j'ai faim, je crée des trucs autour de moi qui doivent me donner de l'argent. Quand on parle de casting, ça veut dire qu'on a besoin des profils pour interpréter des rôles dans un film ou bien dans une série. Vous ne pouvez pas être en train de chercher des personnes qui doivent venir travailler avec vous et être rémunérées, vous demander qu'ils viennent vous payer pour passer au casting. Vous voyez que ça veut dire que c'est bizarre. Grand frère, c'est la famille, c'est pas, donc c'est un peu ça. Ces gars, bon, je les comprends aussi à un moment donné. D'accord. OK, on s'achemine vers la fin de notre live. S'il n'y a pas, on peut prendre encore une question ou deux
avant de passer à la mise en situation. Zandel, es-tu prête? Oui, alors moi j'ai des questions et puis je ne sais pas si les autres ont des questions parce que tu as eu beaucoup de questions, Martin, quand même. Hein, poser des questions déjà, nous avons commencé, on a commencé en retard et vous avez parlé d'une heure ou bien d'une heure 30. Donc, si on a 30 minutes, c'est pas tuant, quoi. Moi, on a une dizaine ou une quinzaine de minutes, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, moi, j'ai une question par rapport à tes productions. Alors, moi, j'ai remarqué dans le générique de fin qu'il n'y avait pas de nom de couturier, de styliste. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que Ménolap fait appel à un couturier ou un styliste pour habiller les acteurs et les actrices? Oui, Zendel, pour être vrai, puisqu'il faut éviter, de fonctionner comme certains collègues qui passent à la télévision. Quelqu'un peut passer à la télévision, vous montrer qu'il a une veste de 500 000 ou bien d'1 million de francs, et le lendemain, vous voyez qu'il a le palier, on commence à publier sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas la Nivaquine de 25. Donc, pour dire vrai, des années avant, on n'avait pas de styliste. Il ne faut pas que les gens viennent vous raconter des conneries. Les acteurs se battaient avec leurs propres vêtements. C'est vrai, même jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fini parce que je suis en train de préparer une série. Où j'ai décidé que je vais faire des vêtements pour les principaux. Mais n'empêche, vous ne pouvez pas faire des vêtements pour quelqu'un qui a 200 séquences. Vous pouvez faire quelques vêtements et il accompagne parce qu'on n'a pas encore ces moyens-là, on n'est pas encore soutenu. Donc, longtemps avant, on n'a pas mis le nom du styliste ou bien voilà, de celui qui est habillé. C'était normal parce qu'on se battait comme ça. J'ai commencé à habiller des acteurs, je crois, c'était dans la série Lieu d'amour, où j'ai habillé particulièrement les filles qui jouent à la chefferie, c'est-à-dire que dans la cour royale. Et avec Samba Le Gérant, je pense que vous avez regardé, on a pris la peine de s'habiller comme dans le Katsunga, un pays que nous avons créé. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et on a oublié, vraiment, je tiens à dire merci parce qu'il y a un styliste qui s'appelle Jaoli. Franchement, quand vous ne pouvez pas contrôler un projet comme ça, vous avez 150 personnes. Et vous allez réfléchir à la place de 150 personnes. Et vous connaissez un peu l'esprit des artistes, surtout ceux qui sont au Cameroun, où certains parfois sont même plus tard que des personnes parce que je viens en Europe, je viens en Occident où je vis tous les jours, où les stars sont des personnes les plus humbles, les plus simples. Au Cameroun, lorsque vous avez fait quelque chose et que votre voisin vous a remarqué, c'est un problème. C'est-à-dire que le lendemain, il faut avoir des garde-corps pour marcher. Donc, voilà, ça fait que, oui, ça fait que ça crée un énorme problème. Donc, on a eu un styliste dans Samba qui s'appelait Jaoli, où il y a 2 semaines, il m'a interpellé pour me dire qu'il a constaté qu'au générique, il n'y avait pas son nom. Et moi, j'ai appelé mon assistant, où l'assistant m'a dit que le jour où je donnais la liste, où il avait 2, il a fait poivement, il est venu mettre. Donc, ça nous a échappé tous. Et c'est une erreur grave parce que pour Samba, on a eu un styliste. Pour Lieu d'amour, on a eu un styliste. Mais les séries d'avant, on n'avait pas eu quelqu'un qui s'occupait des vêtements. Donc, franchement, je pense qu'on est en train de grandir parce que toutes mes séries, c'est l'autoproduction. Il n'y a personne qui peut se tenir là et dire que j'étais partenaire, j'ai mis 10 millions ou 15 millions de francs. Non. C'est vrai qu'il y a certains hommes de bonne volonté qui disent, OK, je peux donner ma maison sans contrepartie. Il y a certains qui aiment ce métier, qui, de l'autre côté de l'Hexagone, appellent pour dire que vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce qu'on peut vous soutenir, ne serait-ce que pour la nutrition? Est-ce que donc, c'est un peu ça? Je ne sais pas si j'ai répondu, Zendel. Si. Alors moi, justement, j'ai une sous-question par rapport à ça. Est-ce que les personnes, justement, qui viennent avec leurs vêtements, est-ce que, bon, peut-être que je m'avance un peu, est-ce qu'on dit, écoute, tu viens avec tes vêtements, mais si, je ne sais pas, si ça s'abîme, ça se détériore, est-ce qu'il y a une prise en charge de la blanchisserie ou du pressing ou quelque chose? On ne dit pas encore ça parce qu'on n'a pas encore ce niveau-là. On ne dit pas ça puisqu'on ne peut pas dire ça quand on n'a pas de moyens. Il faut comprendre jusqu'aujourd'hui qu'au Cameroun, le cinéma, c'est encore une histoire de sacrifice tant qu'on n'a pas de vrais investisseurs qui peuvent croire à ce métier. Donc, que ce soit ces acteurs-là ou moi, on continue à se sacrifier. Parce que si j'allais regarder ce que je gagne
ou bien ce que j'ai à gagner pour le cinéma, c'est que j'ai arrêté ce métier. Parce qu'il y a des moments où vous allez faire des prêts, même dans des réunions, même à la banque, pour faire un projet, après vous ne vendez pas. Donc, ça peut arriver. Et il y a des moments où vous ne vendez pas parce que le produit est mauvais, vous ne vendez pas parce que aucune chaîne de télévision au monde ne doit vous dire que voici notre ligne éditoriale et si vous voulez travailler sur tel ou tel sujet. Et également, vous pouvez travailler que ça respecte leur ligne éditoriale. Mais maintenant, au moment où vous finissez avec le projet, soit ils n'ont pas de budget, soit voilà, les programmes sont fermés. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous restons encore orphelins parce qu'on se bat et on tourne avec notre propre moyen. Mais on se dit quand même que ça va aller parce que 10 ans avant, on ne pouvait pas demander la maison de quelqu'un facilement pour aller tourner. On dit non, c'est une histoire de bandits, vous voulez venir faire des conneries pour venir faire ci ou ça. Mais aujourd'hui, les gens croient. Donc, on se dit quand même que petit à petit, les gens vont croire au cinéma et peuvent investir. Ok, bien. Super. Autre question? Oui. Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. Ouais. En fait, moi, j'ai remarqué que le langage était souvent assez soutenu, en fait, quoi. Même pour les gens, par exemple, qui sont au village ou bien une grand-mère, son langage est assez soutenu, qui ne correspond non pas au personnage de la zone, en fait, quoi. Tu vois, une grand-mère qui a un français alors que normalement, dans ces conditions, elle n'aurait pas eu ce langage. Donc, je me pose souvent la question, pourquoi le langage est si soutenu, en fait? Oui, je suis d'accord. Les gens m'ont fait cette remarque dans la série La Guerre des Biens, où tout le monde s'exprimait bien, même jusqu'au fin fond du village. Bon, moi, je peux répondre ça. Ma réponse peut être en 2 volets. Dans mon village, il y a des parents, qui n'ont jamais vécu longtemps en ville, mais qui sont cultivés. Et lorsqu'ils s'expriment, ils n'ont même pas de BPC, mais lorsqu'ils ont la langue plus facile qu'une personne qui a un baccalauréat ou bien qui a une licence. Donc là, ça s'explique. Mais c'est vrai, de l'autre côté, à un moment donné, on a un peu exagéré parce qu'on ne peut pas faire une série dans un contexte villageois et tout le monde s'exprime très bien en français. Donc là, sur ce plan-là, on reconnaît. Mais on a fait ces erreurs-là moi je pense qu'il y a un peu longtemps avant, et nous sommes en train de rectifier. Et maintenant, moi, je pense que les séries également dépendent des thèmes qu'on veut traiter. Parce que si je prends l'exemple de Lieu d'amour, c'est une série qui se passe dans une chefferie, mais une chefferie qui est dans un village où les gens sont cultivés. Parce qu'on peut être dans un village où les gens sont cultivés. Parce que quand vous êtes dans l'Ouest Cameroun, bien quand vous êtes dans certaines régions du Cameroun, ce n'est pas la même chose comme si vous allez peut-être chez les Pygmées. Vous allez vous constater qu'il y a une différence. Si vous allez dans certaines régions du Nord, vous allez constater qu'il y a la sous-scolarisation. En fait, ce n'est pas un peu comme ça partout. Vous allez voir que dans les régions comme le littoral, l'Ouest, voilà, c'est carrément différent. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Raoul, est-ce qu'il a répondu à ta question? Oui, c'est noté, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi. Enfin. Voilà, j'attends. Oui. Ah, désolée, c'est Muriel. Bon, en fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une remarque. Donc, Oui. en fait, je voulais juste dire que j'étais contente de cet entretien et de voir vraiment que vous êtes une personne très humble, en fait, de la manière de répondre, de la manière de voir les choses. Et aussi que j'appréciais particulièrement dans les films cette envie de valoriser la tradition et de valoriser l'histoire, et particulièrement dans Lueur d'amour, pardon, j'ai vu aussi cette envie d'avoir une jeunesse qui connaît l'histoire et qui a envie, voilà, de développer l'Afrique, tout ça. Donc moi, j'ai été particulièrement sensible et je tiens vraiment à vous féliciter déjà pour votre attitude, votre comportement, et aussi pour cette vision-là que vous essayez de transmettre à travers vos œuvres. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci. J'ai compris que je peux compter sur vous. Ouais. Absolument. Absolument. On prend les dernières questions là. Oui. Il y en a d'autres. Il y a Muriel qui vient d'arriver. Muriel, coucou, ok, vas-y. Muriel, coucou à tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Je salue particulièrement Monsieur Jean de Dieu Chénébé.
Merci. Je sais qu'il ne me remarque pas, mais j'ai grandi dans son quartier, derrière le collège Iteba. Il ne me connaît pas, mais moi, je le connais. Oh, là ça c'est là. bien, ça c'est bien. Ouais. J'ai une question concernant la série Samba. Pourquoi le pays s'appelle le Katunga? Pourquoi ce n'est pas le Cameroun? Je ne Très sais bonne pas si question. quelqu'un a déjà posé la question. Non, pas du tout. C'est une très bonne question, Muriel. Moi, je sais pourquoi. Ouais, c'est pourquoi. Ouais, répondez d'abord. Vous savez pourquoi. Répondez alors. Je peux répondre? Oui, non, répondez d'abord. Oui, le pays s'appelle En fait, le Katunga. je dis ça parce que dans mon pays, il y a des trucs pareils, effectivement. Il y a des rébellions. Oui. C'est comme s'il c'est une zone de rébellion dans ce sens-là. OK. Vas-y. En fait, moi, je pense que je suis artiste et l'artiste, c'est quelqu'un qui doit peindre la société. Et l'artiste, son rôle n'est pas seulement de divertir, mais son rôle est aussi d'enseigner. Et à un moment donné, on peut se retrouver en train de traiter des sujets où les gens peuvent penser qu'on veut forcément s'attaquer à ci ou à ça, pourtant ça n'a rien à voir. C'est des sujets où on reste, on réfléchit, on crée. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est de la fiction. Et quand c'est de la fiction, moi, j'ai choisi de créer un pays imaginaire qui était le Katunga. Donc, ça n'avait rien à voir. Je n'avais pas peur de quelque chose. Voilà, donc... OK, merci. Et bon, j'aimerais savoir si vous avez un penchant en la matière de droit. Parce que j'ai remarqué dans presque tous vos films, il y a la question de droit qui s'impose. Soit la question de droit, soit la question de justice. Est-ce que vous avez eu est-ce que ça avait été votre métier futur dans votre... C'était un rêve pour vous ou quoi? Voilà. Les gens qui vivent en Occident ont compris. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de respect pour leurs médecins, ils ont beaucoup de respect également pour leurs avocats. Si tout était à refaire, j'allais faire 3. Je dis bien, si tout était à recommencer, j'allais faire 3. Parce que j'ai constaté quelque chose, lorsque vous ne connaissez pas vos droits, vous êtes un homme perdu, vous ne vivez pas. Ouais. Vous ne vivez pas parce que vous pouvez avoir raison pour quelque chose, mais on vous fout en tôle. Vous pouvez avoir raison pour quelque chose, vous avez même peur de revendiquer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai fait la série Le Procès, tout simplement parce que mon grand frère, à un moment donné, a eu beaucoup de démêlés avec la justice. Et chaque fois que j'allais assister au procès, je voyais avec tous des gens en salle d'audience. Et des personnes qui venaient en salle d'audience venaient écouter la sentence c'est-à-dire que chacun vient écouter la sentence parce que j'ai mon frère qui a des problèmes, il faut que je vienne voir si on va le condamner ou pas. Et personne ne venait par curiosité, personne ne venait apprendre. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une série dans ce sens? Parce que les gens chez nous, quand je dis chez nous, c'est en Afrique, ont tellement la paresse de la lecture, au point où si vous distribuez même le code de procédure, les gens ne vont pas lire, les gens ne vont pas apprendre. Je me suis dit, si on passe peut-être par des sujets sensibles, si on passe peut-être par une série qui s'appelle Le Procès, on montre aux gens que si vous vous comportez comme ça, voilà ce qui vous attend, les gens vont s'intéresser. Et j'ai pensé faire cette série. Parce que j'ai accompagné mon grand frère pendant, je crois que c'était 2 ans. Je suis allé au ministère au ministère de la Justice où j'avais adressé une correspondance dans ce sens en disant, OK, je voulais faire le procès, où j'ai rencontré beaucoup de magistrats là-bas, hors hiérarchie, beaucoup d'aînés qui m'ont encouragé dans ce sens-là et voilà pourquoi je me suis lancé. Donc, ça n'a rien à voir. Les gens pensent que Mano n'a pas pris le toit. Non, je suis juste un comédien, je suis juste un acteur qui interprète des rôles, tout de même comme j'ai interprété Samba, tout de même comme dans Lieu d'amour. Je suis prêtre, donc c'est un peu ça. OK. D'accord. J'aimerais particulièrement vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le cinéma camerounais. Merci de ne pas faire entre guillemets dans la diversion parce que de par Samba, le procès, j'ai beaucoup appris. Dans Samba, uniquement pour la hiérarchie dans l'armée, j'ai déjà appris quelque chose. Et voilà, les petits termes de droit, le langage bien soigné et
beaucoup de sujets que vous avez soulevés. Vraiment, beaucoup de courage. Merci pour tout ce que vous faites. Et Ok, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Diteba. Merci beaucoup. merci. Ok. Merci, vraiment. Bon, Okay. je crois que on s'approche vers la fin là. Mhm. Et on prend une question avant Moi, la mise en situation. Alors, il y a Marie qui va poser la dernière question. en fait, c'est Marie, pas tu as la vraiment une parole. question. Merci, merci. Je veux dire que c'est pas vraiment une question. Je voulais juste saluer le courage de Jean. Parce Merci. que, en Dieu. fait, j'ai suivi les débuts de Manolab. C'est vrai que particulièrement moi, je n'aimais pas beaucoup, comment on dit ça, la façade, votre façade humoristique, quoi. À un Ouais. moment, j'ai été lassée, en fait, personnellement, et je ne regardais plus. J'ai salué vraiment ce gap que vous avez créé parce que j'ai eu l'impression qu'à partir de vous, beaucoup ont migré, c'est-à-dire ont évolué. J'ai Merci. vraiment beaucoup apprécié ce gap-là et ça a été vraiment un détour, un déclic au niveau du cinéma parce que à partir de vos premières séquences, les gens ont commencé à penser autre chose que de faire la comédie où les gens se déshabillaient bêtement et tout. Donc, je voulais vraiment saluer ce passage et ce courage que vous avez eu. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, même comme jusqu'à présent, tu n'es pas arrivé à la maison pour qu'on puisse voir ton visage. Mais bon, on t'écoute quand même. J'étais en haut, le bébé est malade. Hey, Yako, Ça va, c'est bon, Okay. merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Ok, j'avais Ok. encore une question, Zandel, une dernière question. La toute dernière, parce que là, Ok, merci. Ok, je m'avais demandé pourquoi est-ce que les chaînes camerounaises ne diffusent pas vos films. Bon, c'est ici que moi j'ai appris à voir les films camerounais. Et quand j'étais au Cameroun, vraiment, enfin, il y a beaucoup d'acteurs que je ne connaissais pas. Et c'est ici, quel est le problème qui se pose exactement? Pourquoi c'est nous ici qui voyons vraiment l'avancée? Oui. Il y a un véritable problème. À l'époque, ces chaînes étaient prêtes à aller débloquer beaucoup de millions pour prendre les séries qui venaient d'ailleurs. En l'occurrence, les séries des Blancs, les séries novelas, machin, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Personne ne croyait à ce qu'on faisait. Bon, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi qu'il y avait un problème de qualité. Il y avait un problème de qualité. Mais maintenant que les Camerounais sont en train de se battre parce que depuis quelques années, il y a une nette révolution, je pense qu'il faut que ces chaînes-là, vous écoutent aussi, il faut que ces chaînes-là achètent. Je ne sais pas si la question, c'est parce qu'on sait où X est né, il est né, on le maîtrisait bien et on ne peut pas aussi, il ne peut pas avoir, il n'a pas de droit à l'argent. Parce que c'est vraiment compliqué ce que vous dites. Vous faites une série où vous mettez beaucoup d'argent, mais les gens sont prêts que vous venez mettre ça sur leur chaîne pour rien. Mais ils vont aller prendre une série brésilienne et payer beaucoup d'argent. Donc, nous sommes en train de réfléchir dans ce sens-là. Tout ce que nous mettons sur pied aujourd'hui comme association ou bien syndicat, on est en train de réfléchir à propos. On est en train de réfléchir à propos parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas mettre 40, 50 millions de francs dans un projet et une chaîne attend que vous venez déposer pour qu'il diffuse ou bien il se retrouve, il dit que vous déposez, vous allez chercher de la publicité. Donc, c'est un peu ça. Donc, nos chaînes ne croyaient pas en nous, mais je pense qu'ils sont en train de voir la vérité parce qu'il y a le moment quand ils ne croient pas en nos séries, ils restent là, tranquilles, ils voient nos séries sur des chaînes comme TV5, A+, voilà, donc c'est un peu ça. Merci. D'accord. Zandel, la mise en situation? Je suis devant vous aujourd'hui parce que je dois vous dire des choses claires. Il n'en déplaise à certaines personnes. Alors, j'ai été nommé par décret présidentiel comme le plus grand général du Katsonga. Que vous soyez content ou pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et déjà, si c'était à recommencer, j'allais faire la même chose. Et je profite aujourd'hui pour parler au secrétaire d'État qui a eu à me parler n'importe comment au cours d'une réunion.
Ce monsieur a oublié que j'étais, ou bien que je suis général, parce que même si je vais laisser mes fonctions, un général est général à vie. Ça veut tout simplement dire que même le chef de l'État qui m'a nommé ne peut pas enlever cette nomination. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais être très clair parce que je ne regrette rien. Oui. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu respecter ce que j'étais. Un frère Luquet comme Chumaleu, qui n'a pas voulu me respecter. Mais je sais très bien qu'il a eu ce qu'il voulait. Je me suis tellement bien régalé avec sa femme et aujourd'hui je suis content. Oui, je suis content. Alors quand je pense à ce Sobniende qui a cocufié ma soeur, non, il n'y a que moi qui peux cocufier les personnes parce que j'étais général et je suis prêt à tout faire. Et parce qu'on doit accepter, parce que quand je passe même, on doit s'aligner pour que je passe. Oui, le pouvoir est bien. Le pouvoir est bien quand vous avez le pouvoir, vous êtes prêt à tout. Quand vous avez le pouvoir, ceux qui ne vous apprécient pas et qui ne respectent pas ce que vous voulez, vous allez les marcher dessus. Aujourd'hui, je tiens à dire à toute la nation que je vais abandonner. Mais je vous rappelle également que je vais prendre ma retraite personnelle. Personne ne m'a envoyé en retraite. Quiconque s'amuse avec moi, je vais faire ça. Vous avez tous vu ce que Chumaleu a subi. Et Sobiende, je puis te dire quelque chose. Tu as osé faire ça à Germaine? Je vous aurai. Merci. Bravo, bravo, bravo. Là, ça mérite des applaudissements, là. Absolument, absolument. On voit bien que c'est un général qui parlait, franchement. C'est ça, exactement. Ça. Tu as raté aussi l'occasion d'être un vrai général, alors. Ça. Exactement. Exactement. Ah, d'accord, merci. Vraiment, c'était... Bah, écoutez, c'était un grand plaisir. C'était vraiment un grand plaisir, d'autant plus que c'est notre dernier live de l'année. Tu viens de clôturer ça avec vraiment disons, avec une beauté. Pardon? Une pointure. Une pointure. Oui, donc on vient de clôturer nos lives de l'année de manière 2020. vraiment... comment? 2020, ouais, c'est ça. Oui, 2020, oui. Oui, en beauté. Je veux dire, on vient de clôturer ça en beauté avec Manolap. Merci Manolap. On garde contact. On continuera toujours à t'encourager aussi à aller de l'avant parce qu'on aime bien tes films. On aime bien franchement tes rôles. On aime tous ces acteurs-là qui sont avec toi dans les différents films. Et bon courage, bon courage, bon courage. Merci. Merci également à vous et bonne soirée. Je ne vais pas quitter sans remercier mon jeune frère Patrick Kenyé qui fait beaucoup de choses pour le cinéma camerounais. Je ne vais pas quitter sans remercier ma jeune sœur Paulette Foti qui également fait beaucoup de choses, qui ne cesse de critiquer de temps en temps, de me titiller en disant Manolap, tu fuis beaucoup les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe Vori, merci à Zendel, merci à vous tous qui avez sacrifié votre temps pour discuter avec moi ce soir. Sans vous, nous ne sommes rien et vraiment merci et que vive le cinéma camerounais. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Prochaine. Okay. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye. Samba.